Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à 4 marchés qui sont hyper porteurs aujourd'hui et bien différents les uns des autres. D'abord, on va parler Silver Economy en compagnie de Benjamin Zimmer, qui est directeur associé et délégué de Silver Alliance, une alliance qui regroupe une trentaine de marques autour du concept du bien vieillir à domicile. On verra comment ça fonctionne. On sera également en compagnie de Clémentine Lalande, elle est CEO de Once. Once, c'est une application de dating, elle vient de se faire racheté pour 18 millions de dollars. On sera également avec Jessie Toulcanon, CEO et cofondatrice de PickMe. Là, c'est dans le domaine de la logistique ou comment est-ce qu'on peut transformer finalement son voisin de palier en réceptionneur. Je ne sais pas si on peut dire réceptionneur, mais pour ses colis. On en parlera avec elle. Et puis, on terminera avec un moment de respiration et de méditation en compagnie de Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou, puisque c'est un marché là aussi très concurrentiel et en plein développement. Voilà, c'est le programme de Bismart, l'émission pour ce soir. C'est parti. Et on commence cette émission avec Benjamin Zimmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé et délégué de Silver Alliance. C'est une filiale du groupe WeCare. C'est la première alliance d'entreprises en France du bien vieillir à domicile. Je crois que vous avez plus d'une trentaine de marques. Il faut que vous m'expliquiez comment ça fonctionne chez vous, parce que je n'ai pas bien saisi comment vous êtes une entreprise et en même temps une fédération d'entreprises. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un modèle organisationnel entrepreneurial qui est très original. En fait, dans chaque filière industrielle, il existe des alliances de marques. Vous allez prendre par exemple dans l'aéronautique SkyTeam. Ouais. Dans l'automobile, il y en a une qui est très connue avec Renault et Nissan, ouais, par exemple. Et en fait, l'objectif des alliances de marques, c'est tout simplement permettre de développer de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés pour les entreprises. Et de l'autre côté, c'est d'apporter la meilleure expérience qu'on puisse apporter à celui qui prend l'avion, à celui qui achète une voiture ou dans notre cas à nous, à celui qui compte bien vivre et bien vieillir à domicile. Donc les entreprises avec lesquelles je travaille, je vais en citer 3 ou 4 ouais, pour vous donner un angle très précis. On a une entreprise par exemple qui s'appelle Medadum, qui fait de la téléconsultation. On en a une autre qui s'appelle O2, qui fait du service à la personne. Et puis on en a une autre qui s'appelle Easy Shower, qui fait des salles de bain. Ces 3 entreprises, en fait, elles touchent les mêmes clients, des personnes âgées qui, à un moment donné dans leur vie, ont besoin d'adapter leur logement pour qu'il soit plus confortable. Seulement, il n'existe pas en France une entreprise capable de tout faire. Il existe des entreprises capables de répondre à des besoins. Ouais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est leur permettre d'avoir en fait un bouquet de services, de solutions faciles à trouver, soit sur un guide papier parce qu'on n'utilise pas Internet, soit sur un site Internet pour pouvoir trouver des solutions qui vont vous permettre justement de répondre à tous vos besoins en fonction de votre âge, en fonction de vos envies, en fonction de votre pouvoir d'achat, et ça tout au long de la vie. Ça veut dire que vous avez des participations capitalistiques dans ces boîtes ? Eh bien non, justement. Parce que Renault, Nissan, voilà, donc c'est pour ça. Et SkyTeam, c'est aussi... Et il me semblait bien que c'était le cas. Exactement ça. Alors justement, c'est pour ça que c'est original comme modèle. On est entre la fédération, le syndicat oui, et le modèle de SkyTeam ou de Renault et Nissan avec effectivement un lien de capitalisation. Nous, on a un lien de pas de capitalisation justement, mais de capillarité, et qui permet justement à chacun d'avoir du rebond. C'est-à-dire que quand je vends 3 heures de ménage pour une dame qui peut-être ne peut plus s'abaisser pour faire son ménage comme elle faisait auparavant, ou un monsieur, ouais, peut-être que justement cette dame-là a d'autres besoins. Et l'idée, c'est que quand on intervient chez elle, on puisse lui dire c'est peut-être aussi difficile pour vous de vous laver dans une baignoire qui n'est peut-être plus adaptée en fait à votre morphologie. Et donc, nous, on fait du rebond commercial. Donc, nous, notre travail... Et vous margez sur ce rebond commercial ? Et maintenant, on a un modèle qui n'est pas justement... Alors, vraiment, c'est compliqué, votre modèle. Non, mais on est très disruptif par rapport à... justement au marché, ça n'existe pas. Et en fait, nous, notre objectif, on a un abonnement semestriel, maintenant il est même annuel, où les marques payent une cotisation à Silver Alliance pour pouvoir tout simplement être présentes dans tous les supports communs qu'on peut créer. Un guide papier, un site internet. Donc ça leur permet d'avoir plus de visibilité face à des clients qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent et de bénéficier aussi de l'image de marque des autres marques. Une marque comme O2 ou comme Doro sont des marques très connues dans l'univers des seniors. Alors O2, c'est les services à la personne. Doro, c'est le leader mondial de la téléphonie pour les seniors. D'accord. Ces marques-là, en fait, sont déjà connues par les seniors. Et l'idée, c'est que quand Doro s'associe à O2 ou quand Doro s'associe à une autre marque qui est membre de Silver Alliance, tout de suite, la notoriété de la marque qui n'était pas encore connue par les seniors
gagnent en visibilité. Donc nous, c'est vraiment notre travail d'apporter, si vous voulez, de la visibilité aux marques et, in fine, la visibilité dans le monde des affaires, c'est des clients par rebond commercial. Et ça suffit à être rentable, les cotisations ? Alors nous, aujourd'hui, on est en phase de devenir rentable. On sera rentable cette année. Vous existez depuis combien de temps ? On s'est créé le 1er juillet 2018. Ah oui, c'est récent. Donc c'est relativement récent. Ouais. On a vécu une crise sanitaire comme toutes les autres oui. entreprises, mais qui est un petit peu paradoxale dans notre secteur d'activité. Ouais, et donc nous, de fait, aujourd'hui, on tend vers la rentabilité, mais on est surtout encore dans une logique, avec mon associé, qui est le groupe Wicare, en particulier Guillaume Richard, ouais. d'investir, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux Français, aux Françaises de vivre le plus longtemps à domicile. Donc on a encore beaucoup d'activités à développer, des produits communs avec ces marques. Je vais vous prendre un exemple très concret. On a 3 marques, une qui s'appelle Facilotab, qui est spécialisée sur la tablette tactile simplifiée, une autre qui s'appelle Doro, donc je vous le disais, sur la téléphonie, et puis une autre qui est spécialisée sur l'apprentissage du numérique. Il y a beaucoup de personnes âgées en France qui ne savent pas utiliser Internet. Et pour c'est 67% des plus de 65 ans, je crois. Hein. Exactement, qui sont dans ce qu'on appelle l'électronisme. Exactement. Ouais. Et donc cette société-là s'appelle Mon Assistant Numérique. Tous les 3, ces 3 marques-là, on est en train de créer un produit qui va justement lutter contre la fracture numérique. On va avoir d'un côté des devices, des produits, des Doro, des téléphones, smartphones, tablettes tactiles, et de l'autre, des professionnels qui vont vous apprendre à utiliser ces produits qui sont simples d'utilisation. Et en bout de chaîne, pour le client, pour la personne âgée, ça va lui permettre tout simplement d'aller sur le site amélie.fr, de consulter les aides qu'elle pourrait avoir quand elle a différents problèmes dans sa vie, puisque ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais tous nos services aujourd'hui sont dématérialisés. Et quand vous avez 67% de cette classe d'âge qui n'a pas accès à Internet, c'est plus de problèmes que de solutions qu'on leur propose. Vous adressez quel champ exactement ? Parce que là, on parle de choses qui sont assez technologiques, en même temps de services. Donc, j'ai l'impression que le champ est très, très large. Toutes les solutions qui peuvent vous permettre de rester chez vous. Donc, ça va du transport sanitaire. On a une société qui s'appelle Sanilea. Elle vous permet, cette société-là, de vous emmener de chez vous à votre médecin traitant. On a le médecin traitant qui se déplace chez vous par le biais de la téléconsultation avec Medadom, mais on a la même chose avec les infirmiers, avec Medicalib. On a une société qui est spécialisée sur l'optique au domicile. Beaucoup de personnes âgées ne se déplacent plus chez l'opticien, parce que généralement l'opticien habite oui. et assez loin. Ouais. Donc c'est les opticiens qui viennent chez vous, qui vont du coup pas renouveler l'ordonnance parce qu'ils ne sont pas ophtalmos. C'est notamment les opticiens mobiles que j'ai déjà eu l'occasion de voir sur Bismart. Ouais. Et avec tous ces acteurs-là, en fait, on apporte tout simplement des solutions aux problèmes des Français et des Françaises dans leur quotidien. Et donc, c'est très large, puisqu'on s'adresse à toutes les personnes qui vieillissent à domicile. Mais ça veut dire aussi, j'imagine, que vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur de l'Alliance 2 boîtes qui fassent la même chose. Alors ça, c'est exact. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir rentrer dans des secrets industriels, pour pouvoir faire du rebond commercial et plus loin, moi, c'est mon envie, c'est-à-dire développer des produits qui vont en fait casser les codes du marché, proposer du coup une solution qui soit géniale et qu'on retrouve nulle part. Eh bien, effectivement, il faut qu'on ait dans l'Alliance des marques qui soient à leur aise, donc complémentaires les unes par rapport aux autres et pas en concurrence. Parce que sinon, là, je suis un syndicat et ce n'est pas du tout la mission de Silver Alliance. Nous, on cherche à créer de la valeur, à faire des propositions de valeur, de solutions ou de services qui sont nouvelles, utiles pour les personnes âgées et évidemment rentables pour les entreprises qui nous rejoignent. Je vais enfoncer une porte ouverte, évidemment, que vous adressez à un marché qui est énorme, mais est-ce que vous avez des chiffres ? Parce que j'ai du mal, moi, à me rendre compte. Alors, c'est difficile de vous donner des chiffres parce que, en fait, il faudrait que je vous donne des chiffres dans chaque secteur d'activité, dans la téléphonie, dans le voilà. Mais on se parle de plusieurs milliards d'euros. J'ai eu l'occasion, moi, alors ça fait un petit moment que je suis dans cette filière-là, et j'ai eu l'occasion quand Anne Lauvergeon a fait un rapport pour François Hollande sur les filières d'avenir en France. Sur les 7 filières, il y avait la filière de la Silver Economy. Et celle-ci a été estimée à plusieurs milliards d'euros. Je crois qu'à l'époque, c'était 2 points de PIB pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre sur la création de valeur que cela peut engendrer. Mais ça, c'est valable en France. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'exporter le savoir-faire français à l'international. Parce qu'il y a un savoir-faire français spécifique ? Alors, il y a un savoir-faire spécifique dans la prise en charge des personnes âgées.
et dans la manière de concevoir des solutions pour les personnes âgées. Ce qui est très fort en France, c'est qu'on est des champions pour faire de l'innovation. Ouais. On est beaucoup moins fort pour transformer l'innovation en chiffre d'affaires. Ça, je ne vais pas dire. D'autres nous copient. Mais ça, on le comprend aujourd'hui. Donc maintenant, l'enjeu, c'est justement de travailler dans des logiques d'alliance pour pouvoir aller conquérir de nouvelles parts de marché, de nouveaux pays, proposer des solutions à des citoyens qui vivent sur la planète et qui sont âgés. Un chiffre, en 2100, sur la planète Terre, il y aura plus de 3 milliards de terriens âgés de 65 ans. Donc ça vous met une perspective. Je ne sais pas si on sera là pour le voir, mais nous, en tout cas, on la regarde parce qu'on reste des entrepreneurs et des entreprises. Avec une vision long terme. Avec une vision long terme, évidemment. Ouais. Et donc, comment on part à la conquête de ces citoyens-là ? Déjà, on les écoute. Donc, pour être à la conquête et à l'écoute de ces gens, on le fait en France. C'est déjà un gros travail. Un vrai travail, voilà, de coordination des entreprises, des acteurs, etc. Parce qu'il y a du monde sanitaire, il y a le monde médico-social, il y a le monde économique. Donc là, ça fait beaucoup d'acteurs qui se parlent. Et il faut justement de la cohérence dans toutes ces activités. Donc écoutez évidemment le citoyen, parce que c'est quand même lui qui a les besoins, c'est lui qui les exprime. Parfois, il les exprime pas, donc c'est à nous de les inventer. Ouais. Et donc, en fait, c'est justement la logique d'une alliance de mutualiser toutes ces connaissances sur les signaux faibles d'un marché comme celui de la filière de la Silver Economy. Comment, on parlait vite fait tout à l'heure du confinement. Effectivement, vous avez dû le vivre d'une façon particulière, parce qu'on a bien compris que l'enjeu du maintien à domicile était encore plus important dans cette période-là, parce qu'il n'était pas question d'aller engorger des hôpitaux qui débordaient déjà, quoi. Alors, tout à fait. C'est d'ailleurs pourquoi je bafouille un peu, parce que je suis un peu fatigué en ce moment. L'activité, ça fait 1 an, on n'arrête pas en fait. Et on n'arrête pas le samedi et le dimanche, on continue. Je vais vous donner un exemple très concret de 2 marques avec lesquelles je travaille. Audica, qui est donc le leader français de l'audition, s'est arrêté de travailler en mars-avril, comme pratiquement toutes les entreprises. Donc 600 centres en France auditifs fermés. Une grande partie de ses clients sont des personnes âgées. De fait. Et de fait, ces personnes-là ont des systèmes d'audioprothèses. Ces audioprothèses, elles fonctionnent avec une pile. Quand le centre Audica est fermé, la pile, elle n'est pas disponible. Donc, comment font ces gens-là ? Ils vont sur Internet. Mais comment ils font ces gens-là quand ils utilisent pas Internet ? Ils n'entendent plus rien. Donc, ils n'écoutent pas Emmanuel Macron qui dit qu'il ne faut pas sortir, etc., à la télé, à la radio. Ou même, peut-être pire que ça, ça limite leurs liens sociaux avec leur famille, qui ne peuvent pas les appeler, ou en tout cas, ils s'entendent moins bien. Sûr. Donc, en fait, avec l'entreprise Giffard, qui est un groupement d'officines de pharmacie, avec qui on travaille dans l'Alliance, on a permis la distribution des piles d'Audica au travers du réseau Giffard. Et ça, on l'a fait en 2 semaines de temps, là où il aurait fallu peut-être 6 mois pour s'entendre, trouver un partenariat. Ça, c'est un exemple très concret. Donc, il suffisait en gros d'aller à la pharmacie pour récupérer sa pile. Parce que la pharmacie, évidemment, elle était ouverte. Et donc, dans la pharmacie, je trouvais mes piles. Avec mes piles, je continuais à entendre. Et entendre, je pouvais avoir une participation sociale et pas être isolé que physiquement. Je vais pousser le truc un peu loin alors. Si je vous entends bien, en fait, il n'y a plus besoin des centres Audica. Parce que la pile, je peux aller tout le temps la chercher à la pharmacie après. Alors, le métier de la... pousse exprès, mais... Oui, alors moi, je ne suis pas le patron d'Audica, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Audica, il y a aussi énormément de sujets de développement de leur activité sur l'audition. Leur métier, ce n'est pas des vendeurs de piles. Bien leur sûr. métier, c'est pour ça que je pousse... c'est des spécialistes de l'audition. Et je peux vous dire qu'avec les jeunes qui écoutent de la musique très fort dans les oreilles, des sociétés comme ça, elles ont beaucoup d'activités à court, à moyen et à long terme. Donc, ce n'est pas trop le sujet. Mais effectivement, ça peut être un bon moyen pour eux, ce type de partenariat, de développer l'activité avec des acteurs comme Giffard pour distribuer leurs produits et peut-être les devices de leurs produits. Et peut-être avoir un maillage du territoire plus fin aussi. Exactement. Mais c'est toute la logique d'une alliance. Nous, en fait, on a un petit guide papier qu'on distribue, dans lequel il y a toutes les solutions que je vous ai présentées. Enfin, pas toutes, mais j'en ai décrit déjà beaucoup. Et ces solutions-là, en fait, elles sont sur un guide papier, parce qu'il se trouve que Monsieur B ou Monsieur R ou Madame G, ils lisent encore beaucoup les papiers, plus que Internet. Donc, eux, ils peuvent trouver ce guide qui est gratuit, partout en France, dans les 3000 points, c'est-à-dire dans tous les centres Audica, dans toutes les résidences seigneuriales, dans les agences O2, dans les officines de pharmacie Giffard. Et donc, on maille tout le territoire, en tout cas pour apporter de l'information sur des solutions qui nous semblent particulièrement utiles pour rester le plus longtemps possible à domicile.
Et tout ça me semble quand même avoir un certain prix. C'est-à-dire quand on veut rester à domicile, oui, vous le mesurez ça, du coup ? Alors, c'est pour ça qu'on a fait, en fin d'année dernière, un baromètre combien ça coûte d'être vieux, qu'on a fait avec une société qui est spécialisée sur la retraite, retraite.com, pour justement interroger les entreprises avec lesquelles on travaille et savoir quels étaient les prix de leurs produits, pour pouvoir être en capacité d'estimer un coût annuel de combien ça coûte d'être vieux. Alors, là où on a fait un peu d'intelligence collective, c'est qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas une personne âgée, mais il y avait des personnes âgées qui, en fonction de leur âge et de leur pouvoir d'achat, ont besoin de certaines solutions. Et donc, on a fait 9 profils de personnes âgées, donc 3 dans la classe des 65 ans et plus, 3 dans la classe des 75 et plus, et 3 dans les 85 et plus. Ouais. Et ça nous a permis de déterminer une valeur moyenne sur 30 ans, de l'ordre de 1 000 €. 1 000 €, c'est ce qu'il faudrait mettre tous les mois pour pouvoir prétendre à bien vivre et bien vieillir à domicile pendant 30 ans. Donc, bien vieillir à domicile, ça s'anticipe. Alors, c'est une porte que j'ouvre, mais en France, on est dans un système curatif. On réagit tout le temps face à des problèmes. On le voit bien avec la crise. Ouais. Il va mieux passer par la prévention, quoi. C'est ça que vous dites. Voilà, prévenir. Ouais. Et la prévention, c'est peut-être réfléchir parce que généralement, à la retraite, on a des projets entre la vie active et la vie à la retraite. On change de maison, les enfants partent de la maison, on accueille des petits-enfants, on se rapproche peut-être des villes parce qu'il y a les centres de soins qui sont dans les villes, etc., etc. Et c'est dans ces moments-là qu'effectivement, on se projette. Et dans cette projection... La projection, elle a un coût. Il faut anticiper cette capacité à rester le plus longtemps possible chez soi. Vous savez, il y a 94% des Français qui ne veulent pas vieillir en maison de retraite. Et donc, ça veut bien dire qu'ils sont une grande majorité à vouloir rester à domicile. Donc, le grand défi qu'on a en France et dans tous les pays industriels, là où les populations vieillissent, c'est justement de faire en sorte de répondre à cette attente. Et cette attente, aujourd'hui, elle est en partie résolue parce qu'une des difficultés, c'est la problématique de l'accès aux soins. L'accès aux soins aujourd'hui avec le digital, ça permet de réduire un certain nombre de problèmes qu'on avait avant d'avoir le digital. Donc, il y a un coût, mais ce coût-là, si je le remets par rapport à la vie d'un homme et d'une femme, à 30 ans, vous achetez votre première maison, ou 35 ans, ouais. Vous endettez pendant 20-25 ans, vous avez des enfants, une femme, en règle générale, tout ça, ça a un coût. Ça coûte bien plus que 200 000 €. Et à 60 jusqu'à 90, il y a à peu près ce coût de 200 000 €. Donc c'est ça qu'on a regardé. Alors c'est la macroéconomie. Il faudra être encore plus fin sur nos chiffres. Les chiffres, on ne les a pas sortis comme ça du hasard. Oui. On a interrogé les entreprises qui vendent des produits. Peut-être qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas toutes les solutions. Là, on a interrogé 25 solutions. On a épluché 250 devis. Et ça nous a permis de déterminer ces éléments-là. Et maintenant, ce qu'on va faire en mars, c'est faire l'inverse. C'est-à-dire que là, on a finalement interrogé l'offre. On va aller interroger la demande pour voir comment la demande constitue son budget à la retraite. Et de quoi ils ont envie aussi. Et de quoi ils ont envie, tout à fait. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans on part à la retraite à un âge où on est encore à peu près en bonne forme. Celui qui a 65 ans aujourd'hui, c'est pas celui qui avait 65 ans dans les années 80. Donc les attentes aussi, elles sont plus fortes. Les attentes sont différentes. Je voyais tout à l'heure, vous aviez quelqu'un qui est spécialisé sur les sites de rencontres. Ouais. Les sites de rencontres comme Mythique a développé une marque qui s'appelle Disons Demain. Disons Demain, il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui se retrouvent quelqu'un ou qui, voilà... Et une application comme celle-là, elle pourrait rentrer dans votre alliance ? Complètement. Moi, je les attends avec plaisir, Disons Demain. Mais après, on a un autre sujet qui est propre peut-être à notre pays latin. C'est que, vous savez, l'importance d'une marque et les sujets liés à la sexualité, liés au loisir, parfois, ils sont un petit peu décorrélés des problématiques des personnes âgées. Et c'est aussi la raison pourquoi on a fait ce baromètre. Et il y a maintenant 2 ans, voire 3, on avait fait une étude sur qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir. Ouais. Et on s'était aperçu qu'on avait interrogé 1500 personnes de plus de 50 ans avec CSA. Et on s'était aperçu qu'il y avait 75% des Français interrogés qui se disaient que bien vieillir était un terme marketing et que derrière ce terme... en fait, il y avait la question de la place de la personne âgée dans notre société, où en fait la personne âgée était vue globalement comme
quelqu'un ou quelque chose de malade, un sujet malade, alors que c'est lui aujourd'hui qui fait tourner notre économie. 54% des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française, tous secteurs confondus, sont faits par des personnes de plus de 50 ans. 54%. 54%. Oui, mais... Les voyages, Airbnb, ils ne vont pas le dire. Oui, mais alors est-ce que les plus de 50 ans sont des personnes âgées ? Ah, c'est une grande question. On est toujours le junior de quelqu'un et le plus âgé d'un autre. En fait, c'est pas tant la question. Nous, c'est pas on veut pas stigmatiser les gens par rapport aux années qu'ils ont au compteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de voir qu'il y a une variable d'ajustement qui est le moment où j'étais actif et le moment où je vais à la retraite. Et le moment où je vais à la retraite, c'est un autre projet de vie dans lequel je vais vieillir et c'est celui-là que nous, on cherche à satisfaire. Merci beaucoup Benjamin Zimmer. Je rappelle que vous êtes directeur associé et délégué de Silver Alliance, filiale donc du groupe Wicaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Clémentine Lalande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Once. Once, c'est une application de rencontre qui vient d'être rachetée 18 millions de dollars par Dating Group. Alors, on va y revenir un peu plus tard. Parce que d'abord, je voudrais comprendre le concept qu'il y a derrière Once. C'est du slow dating. Ça veut dire quoi le slow dating aujourd'hui ? Alors, le slow dating, c'est le principe de ralentir le monde de la rencontre. Le monde de la rencontre aujourd'hui, c'est beaucoup le swipe, donc ce mécanisme qui permet de passer très rapidement d'un profil à l'autre, qui est donc Tinder et les autres, voilà, qui a l'avantage très certain de faire une espèce d'énorme catalogue gigantesque de célibataires, mais qui crée plein de problèmes à l'usage, hommes et femmes, parce que trop de profils, trop de notifications, trop de sollicitations, aussi des angoisses. Et si le bon ou la bonne était à l'intérieur de cette liste gigantesque ? Comment je m'y retrouve ? Donc le principe de One, c'était de dire, OK, est-ce qu'on peut juste reprendre un peu les basiques pour se rencontrer ? Il faut du temps. Mais on est encore capable de l'entendre ça aujourd'hui, qu'il faut du temps. Oui, je pense que oui. On est dans une ère où on consomme différemment. Je pense qu'il y a beaucoup en tout cas, les prémices d'une prise de conscience sur ce que la technologie peut apporter et ce qu'elle n'apporte pas. Les fois où la technologie est peut-être utilisée de manière imparfaite ou l'innovation manque. Et là, on est typiquement dans ce cas de figure-là. Le marché de la rencontre, c'est un marché gigantesque qui crée beaucoup de valeur, qui va doubler dans les 4 prochaines années. Qui va doubler dans les 4 prochaines années ? Pourquoi ? C'est les tendances de marché. Parce que moi, je ne me rends pas compte combien de couples aujourd'hui se rencontrent sur des applications. Alors, on est aux États-Unis, par exemple, sur 40% des rencontres quand même. Dans les 2 dernières années qui sont faites via des applis de rencontre ou des services de rencontre. C'est 60% pour les couples du même sexe. C'est un peu moins en Europe où on est encore un peu sur un marché plus jeune. Et c'est surtout un marché qui est encore en pleine progression. Mais c'est un marché qui est aussi ultra concurrentiel, vous le disiez. Donc vous avez pris ce pari-là. Qu'est-ce qui vous différencie exactement alors de Mythique, de Tinder, des autres grands acteurs du secteur ? Alors d'où notre positionnement, et c'est venu vraiment de ce constat de gens qui étaient en burn-out de Tinder. Enfin vraiment, c'était ça l'idée. Et d'ailleurs, c'était souvent un constat de femmes. Ouais. C'est-à-dire ce sentiment de se faire spammer, donc recevoir trop de notifications. Vous avez 863 matchs. Oula. Ce qui peut avoir, pendant les 2 premières minutes, un aspect gratifiant, mais juste après, devient juste très angoissant, en fait. Ouais. Et donc, notre positionnement chez Once, du slow dating, c'est vraiment exactement au milieu entre les apps de swiping, donc Tinder et autres, et les Mythiques ou Match dans d'autres pays, qui sont clairement destinés à des populations un peu plus âgées. Donc nous, notre âge moyen sur l'application des utilisateurs et trices, c'est 29 ans. D'accord. Et alors du coup, vous me dites, on n'a pas 860 matchs par jour. Vous en avez combien sur Once ? Alors sur Once, on a un match par jour. Chaque jour à midi, on crée des centaines de milliers ou des millions de couples qui vont se rencontrer à midi. Voilà. Ils vont chacun décider s'ils s'aiment ou pas, et puis s'ils ont envie d'engager la conversation. Est-ce que vous avez eu des effets du confinement là, sur la fréquentation de votre application ? Alors, on a constaté sur Once
et on n'est pas les seuls, que après une semaine de sidération, après l'annonce des confinements en Europe, donc on est présent dans 10 pays en Europe, les courbes ont très vite commencé à augmenter. On est sur à peu près entre plus 30 et plus 40% d'activité sur les 2 périodes de confinement par rapport aux mois comparables des années précédentes. Ça vaut sur toutes les métriques d'activité. Donc plus de gens qui parlent à plus de monde, qui restent plus longtemps avec des conversations plus longues. Mais comment ils font les gens là en ce moment pour se rencontrer dans la vraie vie? Puisqu'à un moment, les applis, c'est bien joli, mais on a envie de voir la personne en vrai. Donc comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas de lieu public, à part les parcs peut-être, mais en cette saison, c'est un peu compliqué. C'est une question qui est passionnante. Je pense que c'est finalement ce que cette hausse de fréquentation, elle voulait dire, c'est que finalement, l'amour et les émotions, c'est un bien essentiel, quoi. C'est-à-dire que les célibataires confinés, c'était un peu la double peine pour eux. Et que très vite, nos utilisatrices et utilisateurs se sont dit, bah oui, je veux continuer à rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles personnes dans ma vie, même si je dois accepter de ne les rencontrer en vrai que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Et alors après, il y a eu tout un tas de pratiques amusantes sur, maintenant on se rencontre, on fait une date promenade, enfin une rencontre promenade en faisant le tour d'un parc fermé à Paris ou au rendez-vous au rayon chocolat du supermarché. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, en fait, ils ont simplement joué le jeu en se disant qu'ils découvraient en gros, qu'ils faisaient les rencontres en digital pour pouvoir se rencontrer plus tard. Quand le temps le permettra. Exactement. C'est quoi votre business model aujourd'hui alors ? Alors, One, c'est un modèle freemium. Ça veut dire que l'appli est gratuite, le match par jour est gratuit. Et ensuite, il y a un certain nombre d'abonnements qui sont proposés pour ceux qui veulent aller plus loin. Par exemple, on peut secrètement choisir son match du lendemain, modulo quelques couronnes. Voilà, Et aujourd'hui, ça vous permet d'être rentable. Quels sont le pourcentage d'utilisateurs chez vous qui sont en... Alors, ce sont des métriques qui ressemblent beaucoup au gaming, où on est typiquement sur entre 4 et 6% d'utilisateurs payants, contre tous les autres qui utilisent l'application gratuitement. C'est notre seule source de revenus. On n'utilise pas les datas, on n'a pas de publicité, ce qui correspond à notre positionnement en premium de l'application. Et ça nous permet d'être rentable. On est rentable depuis un peu plus d'1 an. Alors, vous avez décidé de vous vendre aujourd'hui, donc 18 millions de dollars à Dating Group, qui a été co-créé il y a 7 ans par un multimillionnaire russe, siège social à Malte, 73 millions d'utilisateurs inscrits, une dizaine de marques dans son catalogue. Vous n'avez pas peur d'être justement une marque de plus, vous qui cherchez à jouer la différence, le temps long? Alors, c'est intéressant comme réflexion, parce que... Ce qu'il faut voir, c'est quand même la dynamique de marché globale. Donc le dating, c'est un marché, donc je disais, en croissance. C'est aussi un marché qui est extrêmement concentré. Il y a 5 acteurs qui concentrent 90% de la valeur. Le plus gros étant IAC, donc le Match Group, qui possède les marques comme Match, Mythic, Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Hinge, etc. 150 marques de dating à peu près. Et le numéro 2 et 3 et 4 et 5 sont à peu près pareils. D'ailleurs, le numéro 3 vient d'acheter le numéro 4 pour dire... il y a concentration en ce moment. Pour dire à quel point le secteur se concentre. Et donc, c'est très intéressant parce que ça crée des dynamiques de marché où, donc, d'une part, beaucoup de concentration de moyens, beaucoup d'effets d'échelle, dans un business où c'est critique parce que le dating, c'est un métier d'acquisition. Par nature, le célibat, c'est un statut éphémère, contrairement à notre besoin de manger, c'est ça. de lire. Vos adhérents ne restent pas là à vie, quoi. Enfin, c'est pas le but. Et donc, c'est un métier où l'équation économique fait qu'il faut très bien acheter du média, entre guillemets, pour pouvoir renouveler ses bassins d'audience. Et donc ça, plus on est gros, mieux on le fait. Donc, c'est vraiment une question stratégique, quand on est dans le dating, de quels sont les bons partenaires pour faire ça. On a, depuis moi que je suis à la tête de ces sociétés, donc j'ai travaillé dans différentes startups du dating, eu des discussions avec tous les partenaires, on les connaît tous. Voilà, Dating Group, c'est un groupe intéressant parce qu'il y a une bonne complémentarité dans notre portefeuille où ils n'ont pas encore de marque sur notre créneau. D'accord. Donc le dating de qualité pour les trentenaires. On a
une très forte complémentarité géographique. Ils ne sont absolument pas sur nos géographies. Et puis, par ailleurs, ils ont la taille qui va nous permettre d'accéder à d'autres types de moyens et d'autres types d'échelles. Voilà. C'est quoi l'idée? C'est d'aller plus loin à l'international? Là, vous me disiez, vous êtes présent dans une dizaine de pays. C'est d'aller se développer encore ailleurs? Oui, alors ça fait partie des plans. Ensuite, le Dating Group, par exemple, dans ses dernières innovations, a en fait lancé un fonds de venture de plusieurs dizaines de millions de dollars pour catalyser l'innovation et typiquement créer le prochain mécanisme après le swipe. Donc, il y a vraiment une réflexion produit aussi. Hein. Quelles sont les innovations, tout en restant évidemment fidèle à cette philosophie. Il y a de la place encore pour l'innovation, parce qu'on a l'impression que c'est basique finalement les rencontres. Alors c'est basique et en même temps c'est tellement essentiel. Donc, parce que je vous disais tout à l'heure off, on a des applications qui nous permettent de faire des trucs de fou sur nos téléphones. Évidemment qu'il faut que l'innovation soit au service de l'amour et des émotions. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé en 2020 par exemple, c'est que toutes les applications ont intégré la vidéo. C'était pas le cas avant. Ah ouais. C'était plutôt. Ça me paraît dingue. Alors ça paraît dingue, mais alors je dis pas que la vidéo est une innovation, hein, c'est parce qu'évidemment. Mais en revanche, ça ne l'était pas, ou alors c'était cantonné à une certaine partie du marché qu'on va appeler le dating léger, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Et donc typiquement, c'est très intéressant de voir comment est-ce que des applications qui sont vraiment dans le domaine des belles rencontres et de l'émotion ont quand même intégré la vidéo, et comment est-ce qu'elles l'ont intégrée. Parce que finalement, c'est quoi le rôle de ces applis? C'est de créer une nouvelle manière de se rencontrer. Avant, on allait dans un bar et on tapait sur l'épaule de quelqu'un, ou c'était le copain d'un copain d'un copain. Ouais. Aujourd'hui, ces rencontres par réseau, elles sont en régression et on se rencontre de plus en plus de manière digitale. Donc, heureusement qu'il y a l'innovation. Heureusement qu'on n'est pas condamné à éplucher un catalogue sans fin enfin, je veux dire, et à répondre. Il y a des gens qui se font des tendinites du pouce droit. Enfin, ah ouais, juste le fait de swiper. Oui, vraiment. Ou qui développent des bots pour swiper pour eux. Enfin, donc heureusement... Mais c'est triste. Oui. Enfin, pardon, je ne devrais pas dire ça, mais je trouve ça triste. Le bot qui swipe pour vous. Bien sûr. Bah, c'est la théorie des grands nombres, hein, à un moment. Ouais. Quand on sait que statistiquement, dans une appli de swipe, il y a 1% des gens qui vous répondent. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut y aller, quoi. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça. Il y a de la technologie, il y a du machine learning, il y a de l'IA, il y a d'autres manières de briser la glace et de créer cette étincelle magique qui fait que deux personnes avant étaient deux inconnus et juste après, ils ont envie de continuer à se parler et d'essayer de continuer à réfléchir à ça. Voilà. Merci beaucoup, Clémentine Lalande. Je rappelle que vous êtes CEO de l'application Once. Et je suis maintenant en compagnie de Jessie Toulcanon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondatrice de PickMe. Alors, c'est une plateforme de livraison de colis entre voisins. C'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est qu'on a tous eu plein de problèmes de livraison parce qu'on n'était pas chez soi, ouais. Le bureau de poste était fermé, le relais était trop loin, etc. etc. Et que là, son voisin qui est à proximité, qui est disponible lui en journée, il va être disponible pour recevoir son colis à sa place. Donc, il va être noté, géolocalisé et rémunéré pour très bien réceptionner nos colis à notre place quand on n'est pas dispo. Alors, comment vous avez eu l'idée de faire ça ? Vous avez mesuré le taux d'échec au premier passage et vous vous êtes dit, il faut que je trouve une solution ? J'ai eu l'idée en 2 temps. Déjà, à titre personnel, je me faisais beaucoup livrer et c'était toujours une vraie galère de se faire livrer des colis à domicile. Ouais. Et ensuite, j'étais directrice e-commerce et je gérais notamment les services clients. Et plus de 60% des appels, quand on gère un service client, c'est lié à la mauvaise compréhension sur la livraison de colis. Et donc, c'est des clients qui ne reviennent pas. Donc oui, je me suis dit, c'est pas possible que, c'était en 2019, ce soit toujours aussi compliqué de recevoir un colis quand le e-commerce est en pleine explosion, et encore plus maintenant dans le contexte actuel. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de tout simplement remettre à son voisin, mais qu'on ne connaît pas forcément, on n'a pas ses coordonnées. Donc nous, PickMe, on sécurise cette partie-là et on met en relation pour que ça se passe très bien. Alors comment on sécurise cette partie-là, justement ? Alors nous, notre job, c'est de monter une super communauté, de l'animer, mais surtout de la sécuriser. Donc en fait, quand on recrute un keeper, donc le keeper, c'est...
des retraités, des chômeurs, des concierges, des assistantes maternelles, des gens qui sont chez eux, des gens qui travaillent en freelance, en remote, qui ont juste un peu de temps chez eux et qui veulent le rentabiliser. Donc, ils s'inscrivent sur l'application, ils téléchargent l'application PicMe, ils s'inscrivent et nous, ensuite, on leur fait passer une petite validation, donc pièce d'identité, justificatif de domicile, on va les former et ensuite, nous, on assure le colis chez le keeper. D'accord, donc, mais les former à quoi? Alors, il est formé à très bien recevoir, en fait. On va lui expliquer comment rentrer le code, parce que quand on est un destinataire et qu'on se fait livrer le colis chez son keeper, on a juste un code à remettre. Donc, il est formé à remplir ses disponibilités, respecter ses disponibilités, rentrer le code, scanner le colis quand il arrive. Voilà, il y a un petit process de sécurisation parce qu'effectivement, c'est pas un professionnel et qu'on doit le former pour que tout se passe super bien et tout se passe super bien. Et il n'y a pas de risque, je veux dire, il n'y a pas des petites angoisses de je sais pas ce que je garde chez moi dans le colis qui vient de je ne sais où, que je garde pour je ne sais qui? Alors, le colis vient pas de je ne sais où, parce qu'en fait, nous, notre travail ensuite, c'est que cette communauté qu'on a montée, qu'on va développer, ensuite, on la propose à des transporteurs et à des e-commerçants. Et donc, on sait exactement d'où viennent les colis. Là, notre premier client, ça a été GLS, le transporteur, qui, lui, a des contrats avec tous ses clients. Donc, forcément, il y a zéro risque sur la provenance des colis. Alors aujourd'hui, ça veut dire que je commande un colis qui passe par GLS, je peux aller sur votre appli, choisir chez qui je vais le réceptionner? Comment Pas du tout, c'est beaucoup plus simple que ça. Ah oui. Quand vous commandez un colis sur un site partenaire de GLS et bientôt sur plein d'autres sites, en fait, aujourd'hui, vous avez des maps, des cartes avec des relais à choisir. Oui, Mondial Relais, Relais Colis et autres. Voilà, et bien nous, on vient voisin relais. Voisin relais PicMe, et en fait vous choisissez un voisin. De la même manière, vous avez ses horaires, ses disponibilités. On est en train de travailler pour que vous ayez sa notation, sa photo de profil, un peu à la. Et on le note sur quelle base? Vous notez sur la satisfaction de l'utilisation. S'il m'a bien reçu, s'il m'a dit bonjour. Exactement, mais là, les notes, elles sont extraordinaires. On a des notes, on est à 4,9 sur 5 de satisfaction. Tout le monde est super content parce qu'en fait, c'est plus près, c'est à moins de 200 mètres de chez vous. Il y a le sourire en plus et puis potentiellement, on ne sait pas, des rencontres avec des voisins, ça peut donner des choses extraordinaires. Et alors, derrière vous, il faut bien que vous monétisez tout ça. Donc, comment vous faites? Nous, aujourd'hui, en fait, le keeper, il est rémunéré. Et nous, ensuite, on vient prendre une petite commission sur ce qu'on vend aux transporteurs et aux retailers, qui est ce nouveau réseau de relais alternatif. Alors le keeper, il est rémunéré combien? Il est rémunéré jusqu'à 1 € par colis. Tout dépend s'il reçoit 1 ou 2 colis, mais ça tourne autour de 1 € et on plafonne, nous, la rémunération à 300 € par mois par keeper pour que ça reste du complément de revenu et que ce ne soit pas d'une activité professionnelle à part entière. D'accord. Et l'intérêt pour le transporteur, c'est quoi? C'est qu'il finalement, il évite un deuxième passage? Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, c'est 30% d'échecs en première livraison. Ah ouais. C'est hyper frustrant pour les transporteurs, c'est hyper frustrant pour les e-commerce. Il n'y a rien de plus énervant non plus pour celui qui a commandé que de courir après son colis. Exactement. Et c'est une vraie frustration pour les clients qui ne reviendront pas chez les e-commerçants. Et qui souvent, je crois que c'est dans 80% des cas, se disent c'est de la faute de la marque, c'est elle qui m'a mal livré. Alors que le client ne voit pas toute la chaîne derrière logistique, ce qui est assez logique. Donc nous, on vient avec la promesse de dire on réceptionne à 100%, on vous garantit une réception à 100%. Parce que nos keepers sont chez eux, ils rentrent leur disponibilité dans l'application, donc on garantit une réception. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Nos clients préfèrent travailler avec nous qu'avec d'autres réseaux de relais parce qu'on garantit la réception, parce qu'en plus, on leur offre une disponibilité en temps réel. Il n'y a pas de problème de saturation, il n'y a pas de problème de relais qui sont ouverts, finalement pas ouverts, etc., etc. Et alors aujourd'hui, combien de keepers? Aujourd'hui, on est à 12 000. C'est assez fou. Le contexte aussi a largement favorisé beaucoup de gens qui travaillent de chez eux et qui se disent après tout, j'ai un petit peu de place, pourquoi pas le rentabiliser. Et puis il y a aussi un gros facteur de je veux rencontrer des gens autour de chez moi. On a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant qu'ils sont des fois en situation d'isolement. C'est aussi un moyen pour eux de rencontrer d'autres personnes. Nous, on fait aussi tout ça dans un but de lien social et de pouvoir aussi aider des gens à avoir un petit complément quand ils n'ont pas potentiellement d'autres possibilités de le faire. Donc on est à 12 000 keepers là sur l'Île-de-France. On ouvre petit à petit des zones donc en Île-de-France. On ouvre le 94 la semaine prochaine, etc., etc. Et l'objectif 2021, c'est forcément d'être sur le national. Sur la France entière cette année? Oui, alors on fera peut-être pas toute la France entière. On va attaquer les principales villes. Paris était un vrai point d'entrée parce que c'est souvent, malgré toute l'offre qui existe, ça n'empêche qu'il y a énormément d'échecs de livraison, mais en province et dans les grandes métropoles, il y a aussi énorme, et eux sont beaucoup moins dotés de relais, de consignes ou autres offres.
Alors j'imagine que vous avez pas, vu comme vous parlez, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous arrêter là. C'est quoi l'objectif à terme? C'est devenir une sorte de conciergerie de proximité? L'objectif à terme, effectivement, c'est de continuer vraiment de faciliter et de réenchanter la réception. Et demain, on peut imaginer que quand on a une énorme communauté de gens qui sont disponibles chez eux en journée, ils peuvent faire plein de choses super pour faciliter la vie d'un voisin. Vous avez déjà plein d'idées? On a plein d'idées. Et vous n'allez pas me les donner? Non, parce qu'en fait, on apprend aussi en marchant. Là, on a la confiance des transporteurs. On est en train de commencer à signer avec des e-commerçants. Ce qu'on veut aussi faciliter, par exemple, c'est l'expédition de colis. Donc, dans l'autre sens, aujourd'hui, il y a des usages comme Vinted ou autres, sauf que c'est toujours très compliqué pour envoyer son colis. Ouais. Donc voilà, il y a plein d'usages déjà comme ça à faciliter qu'on veut faire. Et puis, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a UK, etc. Donc ouais, on a plein d'ambitions. Merci beaucoup, Jessie, tout le canon CEO et cofondatrice de Pick.me. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Et je suis maintenant en compagnie de Ludovic Dujardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'application de méditation Petit Bambou. D'abord, première question personnelle, comment est-ce que vous êtes venu à la méditation? C'est une longue histoire en fait, hein. C'est un chemin personnel. En fait, je suis venu moi personnellement à la méditation au moment où je créais Petit Bambou. C'est plutôt mon associé qui m'a initié à la méditation et qui m'a dit écoute, ce serait bien de là où tu en es, de voir si la méditation peut être bien pour toi. Et il y a probablement une opportunité de marcher sur la méditation, c'était il y a 5 ans. Ouais. Et je dois reconnaître que quand je l'ai vu arriver avec ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Un peu comme beaucoup de monde en fait, hein. Il y a 5-6 ans, on ne parlait pas beaucoup de méditation. Non, c'est vrai. Et donc je m'y suis mis pour découvrir en fait la méditation. Je ne m'y suis pas mis parce que j'étais stressé, je ne m'y suis pas mis parce que j'ai été appelé, parce que j'avais des troubles de sommeil. Je me suis mis à la méditation pour découvrir la méditation. Et j'aime bien dire ça parce que souvent les gens racontent une grande histoire en disant voilà, ils ont été transformés par la méditation. Moi, ça s'est fait très doucement en fait. Et depuis que j'ai essayé, j'ai pas arrêté parce que ça a vraiment transformé ma vie. Est-ce qu'on peut vraiment méditer sur un téléphone? On peut absolument méditer sur un téléphone. En fait, les méditations, ce sont des enregistrements audio. Et le téléphone, c'est un très très bon outil pour écouter des audios. On voit bien avec toutes les applications de musique qui existent sur le marché. L'idée, c'est que je vois ce qui est derrière votre question, peut-être que j'anticipe. En fait, on est plutôt des gens qui aimons dire qu'il faut moins utiliser le téléphone. Et oui, c'est pour ça, évidemment. Je trouve qu'il y a un peu une contradiction entre le fait de dire, bon, finalement, la méditation, c'est quand même... Je coupe, en tout cas, un peu du monde qui m'entoure pour me recentrer sur moi. C'est une définition personnelle, je sais pas, mais de prendre du temps pour soi, en tout cas, et se recentrer à un moment. Et couper avec la technologie. Donc l'idée de méditer sur un téléphone me semble peut-être un peu contradictoire. Ouais, un peu anachronique. C'est vrai, d'ailleurs, quand on médite, je recommande à tous ceux qui utilisent n'importe quelle application de se mettre en mode avion. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de recevoir des notifications pendant qu'on est en méditation. En fait, là, vous touchez presque à la mission qu'on s'est donnée avec Benjamin, Benjamin qui est mon cofondateur. Associé, avec Petit Bambou. En fait, on s'est rendu compte que nos vies, elles étaient trépidantes, qu'on était complètement envahis par les smartphones, par les écrans, par les Netflix et autres. Et que ça serait difficile de se battre contre ça, en fait. Et donc, peut-être que se battre contre l'envahissement de l'hyperconnexion, c'était un combat qui était perdu d'avance. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est là où nous on s'inscrit, et c'est ça qu'on veut vraiment faire, j'ai quelques frissons en parlant, c'est qu'on veut apporter des solutions qui permettent d'équilibrer tout ça. C'est-à-dire que l'hyperconnexion elle est arrivée trop vite, et nous en tant qu'êtres humains, on n'a pas eu le temps vraiment de s'adapter à ça. Et donc ça nous a créé des troubles mentaux qui sont assez importants en fait. Ouais. C'est-à-dire que les troubles, mentaux, c'est un bien grand mot tout ça. Je vais peut-être nuancer, des troubles attentionnels qui sont très importants. Et en fait, on se dit, voilà, il faut des outils qui nous permettent, et pourquoi pas à l'intérieur même des téléphones qui sont ce qu'on essaye d'équilibrer, qui permettent justement d'avoir une relation plus pacifiée avec ces écrans. Donc, c'est vrai que la méditation est utile en cas de stress, en cas d'angoisse. J'imagine que dans la période qui est quand même assez stressante qu'on vit depuis un an, là, vous avez dû voir des effets, vous, sur les utilisateurs de votre application. Vous avez peut-être eu un boom des gens qui l'utilisent ou des fréquentations plus régulières? Oui, on a constaté ça, évidemment. Effectivement, la période est assez stressante, elle est assez anxiogène, et on a surtout vu un gros boom au moment du premier confinement. Ouais. C'est-à-dire que les gens se sont dit, tiens, ils ont eu raison d'ailleurs, ça a même été un appel du président de la République qui avait dit, je me souviens à l'époque,
restez chez vous et lisez des livres. Ça avait fait beaucoup réagir. Moi, j'ai trouvé que ce conseil était plutôt bien, plutôt sain, exactement. Et en fait, c'était le moment où on pouvait s'ancrer des nouvelles habitudes, parce qu'on coupait tout notre rythme, on retrouvait quelque chose qui était, un rythme de vie qui était complètement différent. Et donc, les gens se sont mis à faire des choses nouvelles. Moi, personnellement, je me suis mis au piano. Voilà, il y en a qui se sont mis à la méditation parce qu'ils pensaient ne pas avoir le temps. Là, tout d'un coup, ils l'avaient. Ils se sont mis peut-être à faire un peu plus de gymnastique ou des choses comme ça. Donc, au moment du premier confinement, oui, on a même eu peur, en fait. Il y a eu trop de monde. C'est vrai? Ouais, il y a eu trop de monde. Ça a posé des problèmes sur l'appli ou... Ça a posé, non, ça a posé des problèmes dans mon rythme de travail pour que l'appli n'ait pas de problème. Exactement. Je comprends. Donc, on a réussi à s'en sortir, mais il y a un moment où on a eu un peu peur. Ouais. En fait, il s'est trouvé que presque toutes les applications, et y compris les plus grosses, je citais Netflix tout à l'heure, ont eu des problèmes parce que trop de monde était dessus. Et donc, Petit Bambou, à une moindre échelle, n'a pas échappé à la règle. Mais bon, on s'en est sorti. Mais c'est vrai que le confinement, pour moi, n'a pas été de tout repos. Oui, je me suis dit que je me mettais au piano, mais j'ai mis un peu de temps à progresser. Voilà. Vous êtes sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel. Il y a des très grosses applications. Enfin, je crois que vous êtes leader en France et peut-être même bien en Europe. Oui, c'est ça, on est leader en Europe. Ouais. Vous avez combien d'inscrits là ? Là, aujourd'hui, on passe à 7 millions. Wow. Ouais, c'est pas encore tout à fait. On est à 6 000. Enfin, il nous manque 2000 personnes, mais comme il y a à peu près 8 ou 9 000 personnes qui arrivent tous les jours, ce soir, on sera à 7 millions. Oui. Ah, formidable. Ouais, c'est bien. Du coup, je disais, il y a quand même beaucoup de concurrents. Je pense à Headspace ou à Calm, qui sont des gros et qui sont américains, pour le coup. Comment on fait la différence ? Est-ce que c'est... allez, je vais vous pousser un petit peu en allant chercher les superstars de la méditation comme Christophe André. Alors... c'est une très bonne question parce qu'en fait, j'ai plein de choses pour vous répondre là-dessus. Alors d'abord, maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Quand on s'est lancé, tout le monde nous a regardé avec des grands yeux en disant « Qu'est-ce que vous foutez ?» Et moi y compris, comme mon associé est venu me voir avec ce sujet. Et donc, il y avait personne. Il y avait juste, effectivement, Headspace, que vous avez nommé, qui était là un petit peu avant nous aux États-Unis. Calm n'existait pas encore. Et on s'est lancé dans un no man's land de marché, ou presque. Et effectivement, c'est monté très, très vite. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs dans la méditation. Y compris en France, d'ailleurs. Enfin, d'autres acteurs français. J'ai envie de dire, par rapport à la concurrence, on essaie de ne pas trop regarder ça parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est cet équilibre par rapport aux technologies et on pense que les gens en méditant, il y aura plus de conscience, prendront des meilleures décisions, seront plus doux avec eux-mêmes, réveilleront leur bienveillance, leur gratitude et toutes ces notions assez féminines probablement, mais qui méritent d'être... Un peu étendues aux hommes aussi. Pardon ? Qui mérite d'être étendu aux hommes aussi. Exactement. Alors, comment on fait la différence quand on doit faire le choix des applications ? Alors, évidemment, moi, je suis parti pris, donc je vais vous dire, essayez Petit Bambou. Mais ceci étant dit, l'important, c'est de se mettre à la méditation, je crois, quand on en ressent le besoin. C'est-à-dire que pas forcément si on n'en ressent pas le besoin, on ne va pas se mettre à la méditation si on n'a pas besoin, mais donc prenez une application, celle que vous voulez. Voilà. Et après ça, si je vous fais mon petit speech un petit peu concurrentiel, moi, je trouve ce qui nous différencie beaucoup de Headspace et Calm, c'est que Headspace et Calm sont des sociétés qui ont levé énormément d'argent, alors que nous, on est complètement indépendants. Et donc, eux, leur mission, qui était probablement très noble au départ, elle est maintenant un tout petit peu vrillée vers il faut que je fasse de la rentabilité pour mes investisseurs. Et donc, du coup, en fait, ils ont une démarche qui est probablement un peu plus commerciale que la nôtre et un petit peu moins centrée sur vraiment la mission qu'on essaye d'accomplir. Et du coup, vous êtes rentable ? Ah oui, largement. Largement ? Oui. Oui, une société qui a passé la rentabilité très vite. Donc, on est rentable depuis 5 ans. On a passé on a passé beaucoup de stades dans notre développement. Et là, on est même plutôt en capacité d'avoir des moyens d'investissement pour réussir la mission qu'on s'est confiée. Et vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui ? Alors, on est présent en 6 langues. Et si on regarde où est utilisé Petit Bambou, c'est dans le monde entier. Et là où on est leader, c'est tous les pays francophones, parce qu'on a été les premiers francophones. Sûr. On est assez leader dans le monde hispanophone, et notamment en Espagne. En Allemagne, on n'est pas très bon. On cherche encore, on va trouver peut-être. Pour l'instant, on n'est pas très bon. Il y a quelque chose qui bloque notre développement. Et on est en italien, on est en néerlandais, et on est évidemment en anglais. Il y a quand même des pays, effectivement, qui sont plus en avance, ou je ne sais pas si d'ailleurs c'est une avance, on pourrait débattre sur l'emploi de ce mot, mais en tout cas qui sont plus développés ou qui se sentent peut-être plus concernés, notamment les États-Unis. Vous savez la proportion d'adultes américains qui méditent ? Je crois que c'est énorme. J'ai vu la stat, je crois que c'était 70 ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est assez élevé. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, on n'est pas sur ces niveaux-là ? C'est parce que ça a été inventé aux États-Unis, la méditation de pleine conscience, ramené par les États-Unis, ou
Et que du coup, ils ont pris un certain chemin que nous, on n'a pas pris ou... Alors c'est vrai que en fait, la personne qui a démocratisé la pratique de la méditation en la laïcisant et en... Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais on ne parle pas de quelque chose de religieux. Oui, exactement. Et elle est américaine, c'est un chercheur du MIT, il me semble, qui s'appelle John Kabat-Zinn. Et donc effectivement, il y a eu plus d'adoption directe là. Et puis probablement que les Américains, ils ont cette qualité, ils ont pas mal de défauts, les Américains, mais ils ont aussi cette qualité d'adopter des nouvelles solutions assez rapidement quand ils sentent que c'est bon pour eux. Alors que nous, on est un peu plus dans la défiance. Ceci dit, en France, on est très bon. On est très bon. On est un des pays d'Europe qui médite le plus, si ce n'est le pays d'Europe qui médite le plus. Et ça, c'est probablement porté, justement, vous parliez des superstars, j'ai pas répondu à votre question, je suis désolé. Des superstars, je pense qu'ils détesteraient cette non, relation. je sais très bien qu'ils détesteraient ça, mais il fallait bien que je prenne une image, et c'est la seule que j'ai trouvée. Ouais, donc comme Mathieu Ricard, Christophe André, Frédéric Lenoir, et enfin bon, il y a... Oui, il y a des grandes figures, en tout cas en France, qui... Exactement, ce qui n'est pas forcément dans les autres pays européens. Donc en fait, on a été exposés peut-être aux bienfaits de la méditation par leurs livres très tôt. Et ce qui fait qu'il y a une adoption en France qui est bonne, qui est super, quoi, et qui grandit. Justement, je lisais que le député LREM Gaël Le Bohec propose une expérimentation de la méditation de pleine conscience dans les écoles françaises. Comment vous regardez ça ? De manière hyper bienveillante. Moi, je trouve que c'est super. J'ai des enfants, je médite avec eux, je vois ce que ça fait sur eux. Et je pense qu'en fait, il y a plein de soucis, les enfants. En plus, avec le confinement, c'est vraiment très, très compliqué. Mais le problème de réussir à poser son attention et à ne pas être distrait tout le temps, enfin, l'entraînement attentionnel est un vrai sujet pour les enfants, presque un vrai sujet de société pour nous aujourd'hui. Et la méditation est un des très bons outils pour compenser ça, ou pour, je ne vais pas dire guérir, parce qu'on parle pas de guérir, mais en tout cas pour entraîner l'attention des enfants. Donc je vois ça vraiment très très bien. Et toutes les expérimentations qui ont été faites ont été couronnées de succès. Nous-mêmes, on accompagne pas mal bon, tant pis si je le dis, je vais recevoir plein de mails, mais on offre Petit Bambou à tous les enseignants. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est pas aux enseignants qui veulent faire méditer les enfants de payer pour leur propre abonnement. Donc en fait, on offre ça fait partie de notre vision, de notre mission, la partie altruiste de Petit Bambou est là. Et donc on leur demande simplement, en retour de cette invitation, de nous faire un petit commentaire sur ce qu'eux ont vécu avec les enfants dans leur classe, nous faire un retour. Et les retours qu'on a sont absolument incroyables. D'ailleurs, vous avez une verticale, vous, à l'intérieur de programmes pour les enfants. Oui, on a des programmes pour les enfants, qui sont rigolos d'ailleurs. Enfin, moi, je les adore, ces programmes pour les enfants. Et on entraîne aussi des sportifs de très haut niveau qui utilisent Petit Bambou pour la préparation mentale. Et souvent, ils adorent ces méditations pour enfants, étonnamment. Ah, c'est marrant. Ouais, parce qu'en fait, les images sont hyper parlantes et évidemment très vulgarisées, parce qu'on peut commencer à méditer à partir de 5 ans à peu près, avec les programmes qui sont spécifiques pour ça. On vient d'écrire un livre aussi qui est disponible dans toutes les librairies, enfin j'espère dans toutes, mais en tout cas dans pas mal de librairies sur la méditation pour les enfants. Et je pense que c'est vraiment une pratique qui est très adaptée à eux, ils adorent. Oui, c'est vrai, je peux témoigner, ils adorent. Ouais. Ouais. Bon, c'est super, c'est les vôtres aussi. Et en fait, peut-être je vais mettre comme un tout petit point, il faut faire attention, il ne faut pas obliger les enfants à méditer. Non, bien sûr que non. Voilà, c'est-à-dire que souvent, les parents se disent, tiens, mon enfant est hyperactif, enfin, pourrait se dire, mon enfant est hyperactif, je vais lui mettre de la méditation, moi je ne sais pas ce que c'est, et puis ça va tout calmer, ce sera très bien. Non, ce n'est pas une formule magique non plus, non, ça se saurait. Ouais. Et c'est très bien si les parents méditent avant, donc ils savent à peu près ce que c'est que la méditation, et méditent avec leurs enfants, comme ça crée des discussions justement avec eux, qui leur permettent d'avancer vite dans cet entraînement attentionnel. Et justement, vous n'avez pas eu envie de développer un programme spécifique pour les chefs d'entreprise ? Parce que je pense qu'il y a une attente aussi. Enfin, il y avait, alors je ne sais plus quel groupement de chefs d'entreprise ou quelle mutuelle avait fait ça pendant un moment. Ils avaient développé une application spécifique pour les chefs d'entreprise et méditeurs d'entreprise. Et bon, elle a fermé je crois il y a 1 mois. Elle s'appelait Mindful Attitude. Absolument. Et franchement, j'ai regardé, c'était très bien fait. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un créneau à prendre, non ? Ouais, alors il y a plein de créneaux. En fait. C'est vrai. Il y en a plein. En fait, la méditation, beaucoup de gens nous demandent des méditations spécifiques. Et on en a plein dans Petit Bambou. Des méditations pour accompagner un deuil, par exemple, c'est pas très rigolo. Ou pour aller regarder ce qui se passe avec son comportement addictif, le tabac, l'alcool, etc. Les écrans. Mais la méditation, il y a toute une partie qui me paraît la plus importante, qui est simplement apprendre à méditer. Donc des méditations simples, qui expliquent ce que c'est que la méditation, qui font vivre de la méditation. Et ensuite, chaque personne est capable, en ayant fait ses méditations, de se les spécifiser, en fait. C'est-à-dire que voilà, je médite, et je médite pour être peut-être plus au contact de mes équipes. Il n'y a pas forcément besoin d'un programme spécifique. Il y en aura peut-être un dans Petit Bambou, hein, évidemment. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait. On peut très bien apprendre à méditer tranquillement et puis appliquer cette nouvelle skill, comme diraient les Américains, cette nouvelle compétence
dans les enjeux qu'on a en entreprise, par exemple. Il y a votre concurrent américain, pour revenir à lui, Headspace, qui s'est lancé sur Netflix, là, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, là aussi, d'aller faire un programme, alors pour le coup, télévisé? Parce que là aussi, il y a toujours cette incohérence pour moi sur le côté écran et méditation. Mais où est-ce que finalement, vous vous dites, non, c'est un bon moyen pour toucher plus de monde, finalement? Après ça dépend de l'intention qu'on a. Si l'intention c'est de grossir à tout prix, oui évidemment on ira vers ces choses-là. Si l'intention c'est pas forcément de grossir à tout prix, mais de proposer le meilleur service, peut-être qu'on fera autrement. C'est plutôt ce qui nous anime aujourd'hui. Ceci dit, je peux pas parler du truc Netflix. Je l'ai pas vu. Je sais que vous l'avez vu, mais moi je l'ai regardé. Ouais. Je l'ai pas vu. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était très bien. Donc c'est bien fait. C'est bien. Mais c'est très bien. Encore une fois, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on est dans un monde où les entreprises se font la guerre. Voilà, et nous, on n'aime pas trop ça, en fait. D'ailleurs, notre premier instructeur qui a travaillé avec nous, il est auteur d'un livre qui s'appelle La paix économique, c'est possible. Et donc, en fait, si notre intention, nous, c'est d'apporter de la balance, comme dit, de l'équilibre dans notre vie hyper connectée par la méditation, si c'est notre concurrent qui le fait, finalement, ils ne sont pas vraiment concurrents, ils participent à la même mission. Donc après ça, en termes de chiffre d'affaires, d'entreprise et tout ça, oui, on peut regarder ça différemment. Mais on a passé des stades qui nous permettent de regarder ça avec plutôt de bienveillance et pas en se disant ils ont fait ça avant nous, dommage. Ceci dit, on a plein de projets. En vrai, on a plein de projets. J'imagine. Et il y a quelques dessins animés d'ailleurs d'un Petit Bambou qui explique la méditation. Et oui, on pense que c'est un bon canal. 7 millions d'utilisateurs et combien sont abonnés en fait? Parce qu'il y a quand même une partie qui est gratuite. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est important de le dire en fait, mais commencer avec Petit Bambou, c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est pas gratuit pour nous, c'est-à-dire que nous on bosse. Mais ça j'ai bien compris. Donc il y a un programme d'initiation de 8 séances gratuites. Il y a 3 séances de Christophe André qui sont gratuites aussi, parce que c'est sa propre demande. Il y a aussi, on vient de lancer avant-hier un nouveau module que peut-être vous n'avez pas, parce qu'il faut mettre à jour, voilà, qui s'appelle la méditation du jour. Donc là il y a une méditation différente par jour. Donc on n'a plus besoin de choisir son programme, on peut simplement faire cette méditation-là. Donc on a le droit à 3 gratuites avant de s'abonner. Donc ça fait pas loin de 15 ou 16 méditations. Il y en a pour les enfants aussi. 15 ou 16 méditations, si on en veut à raison de une tous les 2 jours, ça fait 1 mois d'utilisation. Vous pouvez être complètement gratuit. Et ensuite, vous décidez vous-même de savoir si vous voulez poursuivre ou pas. Et donc là, il y a un abonnement, ça commence à 5 € par mois. J'ai tendance à dire, moi qui étais fumeur, c'est la moitié d'un paquet de cigarettes, mais par mois. Donc normalement, ça devrait... on a essayé de faire un prix assez raisonnable pour que ça soit accessible pour tout le monde. Et pour répondre à votre question, parce que pour l'instant, je tourne autour du... Oui, je vois bien. Ouais. En fait, on ne communique pas sur ces chiffres-là. On ne communique pas, pour la simple raison, c'est que les gens, après ça, ils vont faire des maths, ils vont se dire, voilà, c'est quoi leur chiffre d'affaires, où ils en sont, ah, c'est si petit que ça, ou ah, c'est trop gros, ou ils ont perdu leur âme, ils ont perdu... Et en fait, à chaque fois qu'on a communiqué sur ce sujet, on n'a pas eu des retours très positifs. Donc on préfère dire qu'on a passé quelques caps dont celui de la rentabilité quand même. Ah oui, mais donc c'est que ça va. Oui, très très bien, très bien. Là, il faut qu'on accueille des nouveaux collaborateurs d'ailleurs parce qu'on a trop de boulot. Et je vous dis, on a les moyens d'investir. Pourquoi pas faire de l'acquisition externe avec notre croissance naturelle. Bon, vous me prévenez quand vous faites de l'acquisition externe. Ah oui. Avec plaisir. Merci Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, vous retrouvez dès lundi Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end sur Bismart.